Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier social media par Epoca. Je suis Marie-Faëla, je dirige l'expertise social media au sein de l'agence et je serai ravie d'aborder avec vous aujourd'hui toutes les tendances qui vont animer l'année 2023. Et donc comment est-ce qu'on peut au mieux servir vos objectifs. Si vous ne connaissez pas Epoca, Epoca c'est une agence de communication très spécialisée sur les sujets de communication corporate RH et B2B avec plus de 350 clients, 200 collaborateurs ici en plein cœur de Paris, à côté de la place des Victoires. Et on agrège toutes les expertises pour nous permettre de répondre aux besoins de communication et de stratégie de nos clients. Et donc c'est tous les éléments que vous voyez sur le côté. Donc Epoca, c'est une agence, mais c'est aussi un groupe dans lequel vous avez, vous le voyez ici, différentes structures pour vous accompagner sur vos projets. Donc de la communication de crise à la production audiovisuelle, au sujet plutôt de change, on a toutes les expertises chez nous pour pouvoir répondre à vos besoins. Et puis on est très très fiers aussi puisque Epoca c'est de nombreux prix. Donc vous en voyez certains ici. Et puis à noter que voilà, on a été reconnu agence de communication de l'année et aux côtés d'Areci qui est notre filiale spécialisée sur les logiques B2B. Donc voilà pour Epoca. Alors on a pas mal de choses à vous dire. Et en introduction, déjà je souhaitais vous dire qu'on a dû faire des choix, puisqu'on a un temps un petit peu court pour vous présenter certaines choses. Donc l'idée c'est que on vous balaye, nous, ce qui nous a semblé le plus intéressant, mais c'est sûr que c'est un sujet duquel on pourrait parler toute la journée, voire plusieurs jours, si on creuse un petit peu. Un petit peu de contexte. Sur les social media, ce qu'on rencontre, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, on était véritablement sur un âge d'or, sur une hausse croissante, vraiment incontestée de ces plateformes qui depuis une vingtaine d'années, ont explosé, les usages également. Et là, on arrive plutôt sur une ère de maturité où viennent aussi certains questionnements, avec les évolutions autour de Twitter, avec Meta aussi, où on peut noter une baisse d'engagement, où il y a des difficultés d'innovation. Et aussi pas mal de choses qui sont mises en cause sur l'effet néfaste des plateformes digitales, et notamment le temps passé. Les plateformes doivent se remettre en question et un petit peu rechallenger leur stratégie. Néanmoins, même si on n'est plus sur cet âge d'or, vraiment, les usages de social media restent au centre de tout ce qu'on voit ici. Donc sur la détection de nouveaux usages, c'est les plateformes qui font référence. Sur aussi l'émergence de nouvelles opinions et la formation de nouvelles opinions, elles sont aussi centrales. Sur toutes les logiques de communication aussi, les plateformes social media et digitales sont incontournables. Et également pour générer du business et de la vente, c'est incontournable, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Donc reste incontournable et notamment on a listé ici certains objectifs qu'ont les entreprises sur les social media. Le premier, et qu'on voit, donc qui prend une place de plus en plus importante ces derniers temps, c'est comment est-ce qu'on peut valoriser son utilité sociale et sociétale et donc sa responsabilité en tant qu'entreprise et en parler en toute transparence. Donc ça peut être un des premiers enjeux. Le deuxième, ça va être véritablement d'augmenter sa notoriété, sa visibilité et de pouvoir s'adresser à tout un écosystème de cibles qui est parfois un petit peu difficile à capter via d'autres canaux. On a aussi cette notion de devoir créer une relation de confiance et de plus en plus de rentrer en interaction et en conversation avec différentes cibles et en misant sur le conversationnel. Et on le verra dans les algorithmes des plateformes, c'est ce qui est de plus en plus poussé par celle-ci. Sur une notion plutôt marque employeur, et vous le savez, c'est des questions qui sont vraiment centrales puisque voilà, il y a des difficultés, des pénuries de profils, des difficultés de recrutement dans beaucoup de secteurs. Donc là également, les social media sont incontournables pour enrichir l'expérience candidat, activer les collaborateurs pour déclencher après derrière de l'envie et de la projection de rejoindre les équipes et déclencher des candidatures. Et puis après, c'est un moyen aussi de garder toujours un œil sur ce qui se passe, d'être toujours à la tendance, au top de l'innovation, puisque c'est des plateformes qui sont toujours en train d'évoluer et on est toujours un peu finalement sur un mode test and learn sur ces dimensions-là. Donc, notre présentation va se dérouler en deux grands temps. Le premier, ça va être un focus sur les plateformes et les réseaux sociaux en tant que tels. Donc c'est pareil, on ne les a pas tous balayés parce qu'on ne pouvait pas, mais on a sélectionné les plus intéressants, ou en tout cas ceux sur lesquels il y a le plus de mouvement à l'heure actuelle. Et ensuite, on aura un focus plutôt sur les tendances transverses et ce que ça implique en termes de posture pour les entreprises. Donc je commence.
TikTok. Et donc c'est vrai que si vous étiez passé à côté de TikTok cette année, c'était quand même un peu compliqué puisque c'est la plateforme qui a le plus émergé. Je vous ai mis ici quelques chiffres, hein. On a véritablement des usages qui explosent. On a 15 millions d'utilisateurs mensuels en France, ce qui est considérable, mais surtout ce qui est considérable si on rapporte aux utilisateurs qu'on avait en 2019. On était à 4 millions. Donc vous voyez la hausse quand même exponentielle au niveau de ce réseau-là. C'est aussi la deuxième application téléchargée dans le monde. Donc on peut penser que très, très bientôt, elle va supplanter aussi certaines comme WhatsApp, Facebook ou autres sur le monde entier. C'est aussi la plateforme sur laquelle on va retrouver une cible jeune qui est plutôt volatile et difficile à capter. Donc ils sont sur TikTok. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, si dans des logiques de communication on veut les adresser, on va pouvoir les trouver sur la plateforme. Et TikTok, c'est aussi vraiment beaucoup de temps passé. En fait, quand on est utilisateur de TikTok, on passe beaucoup de temps à consommer du contenu par mois. Vous voyez, c'est 21h24 en moyenne. Donc c'est aussi en hausse par rapport aux chiffres qu'on avait en 2020. Et c'est même par rapport en hausse par rapport à des réseaux comme Instagram ou Facebook. C'est surtout TikTok qu'on va passer le plus de temps. Après, il y a un défi pour TikTok, c'est que c'est un réseau qui a une image plutôt négative auprès du grand public, plutôt voilà, déprécié pour une qualité pas forcément au rendez-vous sur le contenu. Et donc, TikTok cherche à anoblir un peu son image auprès du grand public. Et je suis sûre que vous avez vu passer cette campagne de communication qui s'appelle Une fenêtre sur le monde, qui passe en télé, qui passe en social media. Et donc, il y a une valorisation un peu de la création de contenu sur des sujets nobles, donc plutôt culturels. Et plutôt là, on fait un focus vraiment sur les revues littéraires, qui passent beaucoup en ce moment. Et également, ce qui va être intéressant, au-delà de cette position et cette valorisation sur du contenu de qualité, c'est que cette plateforme social media, elle se positionne également comme une plateforme de contenu, mais surtout de recherche, et une plateforme de recherche de ressources, un peu comme un Google, un peu comme un YouTube. Et c'est d'ailleurs l'usage qu'en font les jeunes, hein. Quand ils recherchent une information, ils vont directement taper dans la barre de recherche TikTok pour la trouver. Et vous le voyez, ça c'est les affichages qui sont en cours dans le métro. Donc on voit bien ces deux positionnements de la plateforme. Et on se rend compte que même, donc il y a des entreprises, hein, qui jouent le jeu, qui sont un peu en pointe, hein, sur ce sujet-là, et même les plus inattendues, et quand finalement elles adoptent le bon ton, la bonne typologie de contenu, ça marche. Je vous ai mis deux exemples sur deux entreprises qu'on ne projetterait pas forcément, hein, sur TikTok. Donc Orano, sur toute la partie nucléaire, et Dassault Systèmes, donc plus sur l'innovation et les systèmes intelligents. Donc de prime abord, des secteurs qui n'ont pas l'air si accessibles par rapport à TikTok en termes de ton. Et en fait, c'est des entreprises qui se permettent beaucoup de choses et qui génèrent aussi beaucoup d'engagement derrière. Donc voilà, même si ce n'est pas quelque chose qui est forcément priorisé dans votre stratégie social media, on vous invite véritablement à garder un œil sur la plateforme, parce qu'on sait qu'il va se passer, il va se passer pas mal de choses. Et puis c'est surtout, les usages sont en train de grandir, donc ce serait bien d'y aller dès que possible. Après, c'est une puissance aussi qui inquiète, et du coup, c'est vrai que c'est une croissance qui est menacée. Et vous l'avez vu, je suis sûre, passer. Il y a certains organes politiques, militaires, qui ont interdit l'utilisation de leurs membres à TikTok. C'est notamment le cas de l'armée américaine, du Parlement européen et d'autres choses. Et parce qu'il y a une collecte de données qui inquiète ces pays-là, puisqu'il y a la notion de TikTok qui est très affiliée au pouvoir chinois. Et donc on pourrait craindre pour certaines données, une certaine dimension sécuritaire, hein, sur les pays occidentaux. TikTok a bien pris ça en compte et il cherche à donner des gages réguliers. Et c'est ce qu'on vous a mis à côté. Alors c'est vrai que sur la première partie et le fait qu'elle est blacklistée par certains organes de gouvernement, à date, il n'y a pas forcément d'action. Mais plutôt sur le fait qu'il y a un impact négatif sur la jeunesse, la TikTok a voulu mettre en place une limitation de temps de consommation de contenu pour les jeunes, pour limiter un peu leur temps passé sur la plateforme. Donc on est vraiment dans cette dimension un peu plus responsable. Donc voilà pour TikTok. Je vais passer la parole à Margot pour LinkedIn, et qui va vous dire si finalement, est-ce qu'on ne passe pas d'un social media à un média tout court. Voilà, tout à fait. Donc LinkedIn, en fait, évolue vraiment d'un réseau professionnel à un média en tant que tel.
Il y a plusieurs signaux qui nous le montrent. Ils ont vraiment une ambition de devenir le carrefour intellectuel de l'économie, tout simplement parce qu'il y a énormément de profils stratégiques présents sur la plateforme. Il y a également beaucoup de sujets politiques et économiques présents sur la plateforme. Et on remarque à travers les chiffres que nous avons relevés que 1,8 million de Français sont abonnés chaque jour au récap actualité de LinkedIn. Donc tous les matins, vous recevez en fait un récap au niveau des actualités. Voilà. On a également 42% des journalistes internationaux qui voient LinkedIn en fait comme la principale alternative de Twitter, donc ce qui est non négligeable. Et en fait, LinkedIn, pour pousser et amplifier ce dispositif, souhaite activer donc deux leviers. Donc c'est LinkedIn qui a mis ça en place. Donc il y a beaucoup de journalistes qui s'engagent, premièrement. Et en fait, ils souhaitent aussi LinkedIn souhaite encourager ses propres utilisateurs à devenir eux-mêmes des créateurs de contenu pour qu'ils puissent alimenter tout simplement et nourrir la plateforme de contenu. Et donc, tout ça en découle. Donc, il y a en fait, pour votre entreprise, il y a vraiment deux manières de miser sur cette ambition et sur cette tendance. Donc, la première qui est vraiment de travailler une offre de contenu à haute valeur ajoutée. Et la deuxième qui est vraiment d'activer un pôle d'experts internes afin vraiment d'amplifier ce dispositif. On peut, si vous êtes intéressé, Epocha peut vous proposer ces offres pour vos entreprises. Nouveau réseau social avec Twitter et pas des moindres. Comme vous le savez tous, j'imagine, en fin d'année dernière, Elon Musk, qui est notamment le PDG de Tesla ou de SpaceX, a notamment racheté Twitter dans le but de le faire évoluer un petit peu la plateforme. À ce sujet, il a racheté la plateforme 44 milliards d'euros et il a officialisé ce rachat via un petit tweet. L'oiseau bleu est libéré, ouvrant un nouveau chapitre plutôt incertain à la plateforme. Je m'explique, la plateforme est toujours active comme vous pouvez le voir, mais depuis quelques semaines, il y a quelques changements qui s'opèrent. À ce sujet, lorsque Elon Musk a racheté Twitter, il a notamment viré dans la foulée le principal patron du réseau social, plus deux autres dirigeants. Ce qu'on peut voir, comme vous pouvez voir à l'écran, moins 73% des effectifs, passant ainsi de 7500 personnes à 2500 personnes. Beaucoup d'utilisateurs, notamment des personnes comme vous et moi, risquent de quitter l'application d'ici 2024, notamment les EV-Tweeters. Les EV-Tweeters étant les personnes se connectant quotidiennement à l'application et publiant 3 à 4 contenus par semaine. Ils représentaient 90% des interactions de la plateforme. En parallèle de ça, il y a de plus en plus d'annonceurs structurants qui quittent la plateforme. Twitter et Elon Musk essayent de les garder à ce sujet en leur donnant un petit peu des primes dans le but de communiquer via des publicités à ce sujet, mais de grandes difficultés de les garder et de plus en plus de personnes quittent la plateforme. Et enfin, ces derniers temps, on peut constater des instabilités techniques et structurelles, notamment comme le 1er mars dernier ou encore lundi dernier. Des instabilités dans le sens quand on se connecte à la plateforme, ne pouvons pas prendre connaissance aux différentes images, cliquer sur les différents liens, ce qui est un petit peu problématique. Les points de douleur également de l'application. Comme vous savez, Elon Musk porte une atteinte primordiale à la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'à ce sujet, il déprogramme de plus en plus de tweets, notamment des discours haineux et complotistes. Donc on peut constater qu'il y a de plus en plus de tweets qui sont enlevés de modération. À ce sujet, il y a de plus en plus de censure arbitraire sur certains comptes. Dès qu'il y a un sujet, un angle dont Elon Musk et ses fidèles collaborateurs ne sont pas forcément fans, ils font en sorte de censurer les différents tweets, de les supprimer, et notamment sur des profils plutôt journalistiques ou politiques. En parallèle de ça, comme je vous disais, il y a des défaillances du réseau, donc des pannes et des bugs liés à l'absence du personnel. En effet, donc énormément de personnes se sont fait virer de la plateforme ou entre guillemets fait gentiment partir, et à ce sujet principalement les développeurs ou toutes les personnes un petit peu qui aidaient au côté informatique, donc dans le but de trouver un petit peu les problèmes liés à ces différents bugs. Et enfin, dernièrement, on peut voir que le modèle économique du réseau social devient de plus en plus
bancale, c'est-à-dire que lors de son rachat, Elon Musk a lancé une offre payante à 7-8 $ dans le but d'accéder à certaines particularités, certaines spécificités de l'application. Sauf que très peu de personnes adhèrent au format en question. De plus en plus d'annonceurs partent, donc tout ça lié, il y a une baisse des taux d'engagement des utilisateurs comparé aux années précédentes. Une défaillance généralisée par de nombreuses personnes, comme vous pouvez voir à l'écran. Dans un premier temps, les institutions, comme là on peut voir le tweet de Thierry Breton qui est commissaire européen au marché intérieur. Et dans son tweet, il disait « L'oiseau, certes, est libre, mais en Europe, il aura forcément des réglementations, il devra suivre un petit peu les règles. » Donc comme quoi, Twitter et sur le marché européen via Elon Musk ne pourra pas faire tout un petit peu ce qu'il veut. Des leaders d'opinion en parallèle ont également pris la parole sur l'application, comme vous pouvez voir Stephen King, grand auteur américain, à ce sujet, afin de garder le petit badge bleu, donc comme vous voyez à l'écran la petite certification comme quoi le compte est certifié et la personne existe bien. Lors de son arrivée, Elon Musk a changé un petit peu tout ça, passant d'un forfait de 4 $ à 20 $. Donc une augmentation assez conséquente. Et sur le tweet que vous pouvez voir à l'écran, on constate que l'auteur en question disait qu'en fait lui ça ne lui correspondait pas et qu'à ce sujet il quitterait la plateforme si ça en venait comme ça. Et enfin, lors de son rachat, Elon Musk avait lancé un sondage dans le but de savoir s'il devait rester oui ou non sur la plateforme. Les auditeurs du réseau social ont voté, et comme vous pouvez voir à l'écran, plus de 57% d'entre eux ont voté comme quoi ils quittent la plateforme, et pas mal d'utilisateurs se sont un petit peu moqués de lui. Donc même les principaux utilisateurs du réseau social commencent un petit peu à picoter le PDG en question. Des concurrents qui émergent, mais de façon confidentielle. Le premier d'entre eux, Blue Sky, qui a été créé par l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, de son prénom. À ce sujet, il a commencé un petit peu les prémices de l'application en question lorsqu'il était encore chez Twitter même. Twitter a également un petit peu sponsorisé la création et les premiers principes de ce nouveau réseau social. Au cœur de l'offre de Blue Sky, c'est principalement la possibilité de consommer, de contrôler l'algorithme. Donc beaucoup de partage d'offres d'emploi sur l'application ces derniers temps dans le but de récupérer un petit peu les têtes d'affiche de Twitter. À date, c'est un petit peu la plateforme la plus performante et qui est un petit peu la plus prometteuse. En parallèle de ça, Mastodon, qui est un réseau social décentralisé et qui s'appuie sur plus de 2400 à 2500 serveurs exploités par des individus ou par des organisations indépendantes. Lorsque l'application a été créée, il y a eu un énorme boom, et depuis plus grand chose, baisse des taux d'engagement, baisse des abonnés sur l'application en question. Donc comme quoi un mammouth n'est pas forcément plus fort qu'un petit oiseau. Et pour conclure sur Twitter, donc une plateforme qui reste toujours incontournable pour certains publics, comme vous pouvez voir à l'écran, notamment les journalistes et les politiques. Alors concernant Meta, donc on se pose tous la question, est-ce qu'il est leader ou alors est-ce qu'il est plutôt suiveur? Dans un premier temps, Meta reste quand même leader puisque 4 des 5 réseaux les plus utilisés par les Français sont affiliés à Meta. Donc comme vous le voyez, il y a quand même plus de 58,6% de la population française qui passe plus de 53 minutes par jour sur Instagram, ce qui est quand même non négligeable. En revanche, Meta reste quand même suiveur, puisqu'en fait, c'est quand même une entreprise qui s'est inspirée d'autres plateformes pour pouvoir développer ses propres fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on voit que les stories Instagram viennent tout simplement des stories Snapchat, que les vidéos Reels proviennent tout simplement des vidéos TikTok.
Et donc Yama, donc c'est une application pour concurrencer ChatGPT. Donc si vous ne connaissez pas ChatGPT, donc c'est tout simplement une application en open source d'intelligence artificielle qui peut écrire n'importe quel contenu. Et il y a même des enseignants et des professeurs qui se sont rendus compte que certains de leurs élèves utilisaient cette application pour tout simplement rédiger leurs devoirs. Et donc du coup, Meta a sauté sur l'occasion et en disant pourquoi pas nous. Alors du coup, ils ont créé Yama pour concurrencer l'application. Donc en fait, ils sont toujours un petit peu en retard et ils suivent un petit peu la tendance qui vient tout simplement Et, d'ailleurs. et parfois ça marche moins bien. Voilà, parce que les stories Instagram fonctionnent beaucoup mieux que les stories Snapchat. En revanche, le Reels a du mal à détrôner quand même les vidéos TikTok. Mhm. On a aussi quelques chiffres tendance à la baisse. Donc, comme on peut le voir, en fait, le jour de la journée sans Facebook, il y a eu une hausse des requêtes supprimer son compte Facebook de plus de 1566%, ce qui est énorme. Et on a aussi moins 4 millions d'utilisateurs mensuels actifs en 2022, ce qui est aussi très conséquent. Donc, par contre, Facebook reste quand même un levier incontournable pour vendre un produit ou pour réaliser des campagnes paid. En fait, si vous voulez, c'est le réseau social le plus utilisé pour les marketeurs B2B ou B2C. Donc, si vous souhaitez vendre un produit ou alors tout simplement faire une campagne pour gagner en visibilité et en notoriété, n'hésitez pas à aller sur Facebook. Ça reste quand même le réseau social incontournable. Et concernant Instagram, donc Instagram a vraiment décidé de se positionner sur des enjeux de mode et de lifestyle. Et vous le voyez à travers ce graphique qui représente le nombre de publications par réseaux sociaux et par secteur. Et on remarque que Instagram est vraiment présent dans tous ces enjeux-là. Maintenant, on va parler un peu de Twitch, qui est le réseau de la plateforme de live streaming, hein, qui était vraiment très focus sur le contenu gaming. Et c'est toujours le cas, hein, même si c'est un réseau qui tend un peu à s'élargir à d'autres typologies de contenus. Vous le voyez ici, hein, de la musique, du fitness, des contenus autour de la cuisine, la méditation, etc. Même si le gaming reste très 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 présent. Et dans les contenus, on va dire les tendances qui ressortent le plus, c'est vrai que ça fait quand même, ça trust quand même pas mal de sujets. Donc Twitch, c'est 21 milliards d'heures de visionnage en 2022, donc ce sont des chiffres mondes. Donc c'est quand même très important, vous le voyez en termes d'usage, hein, c'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé sur la plateforme. On a 31 millions de visiteurs chaque jour, et généralement ces visiteurs, quand ils viennent, ils sont très captifs. Donc ils passent du temps sur la plateforme. Et aussi, au-delà simplement du fait de consommer du contenu et du live sur la plateforme, c'est un réseau qui fait parler. Parce qu'en fait, quand vous avez un streamer qui va faire son live et son contenu, derrière, à côté, vous avez tout un fil de discussion où les internautes interagissent les uns avec les autres. Et on a 48 milliards de messages qui ont été envoyés en live en 2022. Donc on est bien dynamique sur de la conversation sur Twitch. Et puis Twitch, véritablement, on se rend compte que parfois sur certaines grandes activations, a le pouvoir de concurrencer la télé, puisque enfin, des médias vraiment traditionnels, puisqu'on a vraiment des performances télévisuelles sur les deux événements qu'on vous a mis ici. Je vais faire un focus sur le premier, qui est le Grand Prix Explorer, qui a été organisé par Squeezie, qui est un des plus grands youtubeurs, influenceurs français. Et donc, il y avait réuni 22 influenceurs pour une course automobile inédite. Et en fait, sur toute une journée, il y avait 8h20 de live. Et donc, ils passaient les qualifications, la course, etc. Il y avait des interviews, aussi des participants. Et donc, il y a eu un pic jusqu'à 1 million de viewers. Donc, on est quand même sur des grosses performances. Et ça dépasse aussi le cadre du digital, puisque vous aviez aussi sur le site 33 000 personnes qui étaient présentes. Donc on voit, c'est quand même une plateforme sur laquelle il faut miser quand on a des sujets aussi en affinité. Et également le deuxième événement que vous voyez ici, du Eleven All-Star, qui a détrôné sur le nombre de viewers le premier événement et qui a aussi marqué véritablement Twitch sur la fin d'année. Par contre, quand on est une entreprise, une marque, il faut bien réfléchir à la manière dont on va se rendre sur Twitch. Et nous, notre recommandation, elle passe par deux actions principales. La première, ce serait véritablement de vous associer à des streamers qui sont déjà référents et installés. Et là, on vous a mis notamment un exemple avec l'émission Le Stream, donc qui est quotidiennement en direct. Donc plutôt une émission d'actualité, de débat, où vous avez certains profils qui passent en revue finalement toutes les actualités de la journée.
Et c'est notamment voilà, un partenaire sur lequel on pourrait projeter du contenu marque employeur, où on leur ferait visiter peut-être vos locaux, parler de vos métiers. Tout ça, ça pourrait cadrer avec un partenaire comme le stream. Et sur un deuxième levier, ce qu'on vous propose, hein, si vous souhaitez vraiment vous lancer sur la plateforme, c'est d'essayer de créer un concept original qui aura vocation à durer. Donc en fait, une émission récurrente que vos abonnés pourront retrouver sur Twitch. C'est notamment ce qu'a fait Xiaomi avec les jeudis, c'est Xiaomi, où tous les jeudis, ils passent en revue les différentes innovations sur des appareils technologiques, les smartphones, etc. Et puis, c'est ça bon, la publicité est intéressante, mais il faut l'utiliser vraiment à bon escient parce que si vous êtes trop pushy sur la publicité et que vous coupez le contenu qui sont en train de consommer les viewers, c'est vrai que ça peut avoir un effet négatif puisque ce sera pas forcément apprécié et bien reçu. Donc maintenant qu'on a parlé des plateformes, donc on aurait pu bien sûr parler de Snapchat, etc. et d'autres choses, mais il fallait faire des choix. Maintenant, on va se focus sur les tendances et ce que ça implique en termes de posture pour les entreprises. La première tendance, et vous le savez très bien, c'est toute la communication autour de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et donc, c'est vrai qu'elle infuse tous les canaux de communication de l'entreprise à l'heure actuelle. Et ça devient un sujet de plus en plus central. Et c'est vrai qu'elle est de plus en plus présente aussi sur les réseaux sociaux. Et vous le voyez, maintenant, ça devient un critère de choix assez significatif pour les consommateurs français et même à l'international. Et sur les 3 leviers que vous voyez ici, on va attendre un discours sur la responsabilité environnementale, pardon, la responsabilité sociétale, donc ce qui concerne mon entreprise, et aussi sociétale, donc qui concerne plus largement toute la société. Et c'est vrai qu'on le voit, c'est un sujet qui truste de plus en plus les lignes éditoriales des entreprises sur les réseaux sociaux. On vous a mis ici quelques exemples, donc notamment le groupe SEB qui s'engage à l'international dans le cadre du récent tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Vous avez plus sur un aspect responsabilité sociale, PwC qui réaffirme son soutien à ses collaborateurs LGBT, à la communauté LGBT effectivement de ses équipes. On a le groupe Rocher qui valorise sa politique de réduction d'empreinte carbone, ou encore la Décathlon France avec sa fondation qui valorise également tous les partenariats associatifs qui peuvent être conduits. Et donc là, c'est quelques exemples, et puis on voulait vous montrer un petit peu la diversité des sujets, mais c'est véritablement quelque chose qui se fait de plus en plus présent et incontournable puisque c'est très attendu des audiences qui attendent que vous communiquiez avec vraiment transparence, preuve sur ces sujets-là. Et il y a quelques mois, on a réalisé une étude sur la prise de parole des CEO du CAC 40 sur les réseaux sociaux et pour voir finalement lesquels étaient le plus influents sur la prise de parole RSE. Donc ce qu'on observe déjà en termes d'enseignement, c'est que sur LinkedIn, alors c'était le cas sur Twitter aussi, mais on a voulu faire vraiment un focus sur LinkedIn puisque c'est le réseau, on va dire, sur lequel ce discours se déploie le plus. Donc vous avez 81% des dirigeants du CAC 40 qui prennent la parole sur des sujets de RSE sur LinkedIn. Donc vous voyez, incontournable. Et sur le chiffre à côté, vous avez 30% des prises de parole des dirigeants du CAC 40 qui concernent la RSE. Et c'est vrai que c'est une proportion qui tend à grandir. Et donc on voit que c'est une part non négligeable de leur personnalité éditoriale, de leur mix éditorial sur les plateformes. Et ce qui était intéressant et ce qu'on a observé, c'est que la thématique la plus traitée, c'était celle qui était autour de l'environnement, finalement, par ces décideurs. Mais celle qui performe le plus était davantage celle qui était liée aux communautés et au développement local et aussi aux relations et conditions de travail. Donc on est vraiment sur l'aspect sociétal et l'aspect social qui va être aussi à adresser. Donc on vous a mis quelques-uns des top posts qu'on avait décelés sur Twitter notamment. Le président de la SNCF qui appelle à la mobilisation générale pour le ferroviaire dans une logique de décarboner le transport. Donc c'était un tweet sur lequel vous aviez un thread qui résumait tout l'argumentaire autour de pourquoi en fait il faudra développer cette solution. Et puis sur le reste de la slide, 2 autres prises de parole en lien avec la situation en Ukraine, parce que c'est aussi un sujet qui a été beaucoup débattu et beaucoup porté. Et là aussi, on voit qu'on dépasse vraiment le cadre de l'entreprise, qu'on va vraiment sur des enjeux un peu plus de politique internationale et géostratégique.
Donc pour cette première tendance, voilà. Maintenant, on va parler du retour du sans filtre avec Margot. C'est ça. Alors donc vraiment l'authenticité fait son comeback. On peut le voir en fait à travers l'application BeReal. Donc si vous ne connaissez pas cette plateforme, en fait c'est vraiment une plateforme qui tend, qui tourne vers l'authenticité et l'instantanéité, c'est-à-dire que l'utilisateur il va recevoir une notification dans la journée sur son téléphone pour pouvoir faire la photo. Donc ça sera face cam et aussi face retournée. Et en fait il a vraiment quelques minutes pour pouvoir prendre la photo. Donc c'est vraiment, si vous voulez, c'est très très dans l'authenticité, Très donc spontané, ouais. ouais, très spontané. Voilà, donc certes, peut-être la photo sera moins belle qu'une photo prise sur Instagram, mais elle sera plus sincère et plus authentique et plus vraie. Il y a aussi donc des formats live et des formats face cam sur TikTok et sur Twitch qui sont énormément présents. Et en fait, ces contenus, ils parlent énormément et en fait, c'est vraiment un lien qui se crée avec la communauté parce que c'est vraiment des formats comme si on parlait à nos proches, à Mhm. nos amis. Donc, ça crée vraiment un lien intime avec son audience. Et par rapport au côté donc entreprise, donc c'est vraiment l'employé advocacy pardon, qui se fait sans filtre. C'est, si vous voulez, des contenus qui sont beaucoup plus authentiques, qui présentent les collaborateurs de façon beaucoup plus personnelle. Et en fait, ce qui émerge le plus, c'est il y a beaucoup plus de liberté sur la prise de parole sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui émerge également, c'est qu'il y a également plus de liberté. On voit des prises de parole émerger sur de nouveaux réseaux sociaux, comme on vous a mis l'exemple de TikTok Mhm. avec la grande distribution, donc le groupe Seb ou Leclerc. Et on remarque également que ce qui émerge, c'est le téléachat 3.0. Alors en fait, ce dispositif est utilisé en Chine depuis de nombreuses années et tend à se développer en Europe. Et donc ce sont des femmes ou hommes qui vont présenter un produit ou faire la revue d'un produit, les bienfaits, etc. Et en fait, l'utilisateur va pouvoir acheter instantanément le produit en question et avec une remise de prix. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que grâce à ce canal, on a 10 fois plus de chances d'acheter un Mhm. produit, puisqu'il y a un taux de conversion x10. Autre grande tendance incontournable de ces dernières années, l'influence. Le pouvoir de l'influence, comme vous pouvez savoir, est de plus en plus important. Quelques chiffres à ce sujet, 26,7 milliards, c'est ce qu'a représenté le business de l'influence en 2022, donc un chiffre assez conséquent, sur des thématiques diverses et variées, du luxe en passant par le lifestyle, les voyages et la food. 66% de la génération Z et des millennials estiment que les influenceurs ont un impact sur leurs décisions d'achat. Donc comme quoi, lorsqu'on voit un influenceur qui soit nano ou un big influenceur, forcément le fait de promouvoir un produit en question peut favoriser un acte à l'achat. Et dernière statistique qui nous paraissait importante de mettre en avant, 29 euros, c'est l'heure en moyenne où est rémunéré les influenceurs. Ce n'est qu'une moyenne, donc attention, il y a des chiffres qui explosent, notamment pour les big influenceurs. Mais ces derniers temps, ça devient de plus en plus contesté. Je ne sais pas si vous avez vu en fin d'année dernière un document de complément d'enquête sur France 2 qui est sorti dans le but de montrer un petit peu toutes les dérives de l'influence à ce sujet. Donc le vrai business des influenceurs, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe derrière, un petit peu tout ça, le juteux business des placements de produits, que ce soit les arnaques ou les contrefaçons, donc dans le but de mettre un petit peu en lumière ceci. Autre collectif qui a été créé ces derniers temps, le collectif AVI, donc un collectif d'aide aux victimes d'influenceurs qui a eu une recrudescence d'abonnés, comme vous pouvez voir là à l'écran, environ 13 000 abonnés, dans le but d'aider un petit peu les influenceurs à comprendre un petit peu ce que c'est les contrefaçons, les différentes arnaques. En parallèle de ça, une tendance qui commence à s'organiser et se réguler. Un partenariat qui a été créé ces derniers temps entre l'ARPP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, avec Cassandra Cano, une TikTokeuse franco-mexicaine, dans le but un petit peu de montrer et de dévoiler les coulisses d'un partenariat d'influence responsable et de l'importance d'être transparent avec sa communauté
Donc, ils ont notamment élaboré toutes les questions de droit, de devoir, les questions techniques, mais également les bonnes ou mauvaises pratiques de comment se passe un partenariat. Et enfin, un dernier exemple qu'on souhaitait vous mettre en avant, il y a un projet de loi qui est porté en ce moment même par Arthur Delaporte, donc qui est discuté à l'Assemblée nationale dans le but de réguler un petit peu la publicité des influenceurs sur les réseaux sociaux et lutter bien entendu contre l'ensemble des dérives. Arrive. On a un petit bug technique. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y a deux types d'influenceurs, influence et influence. Dans un premier temps, les stars de télé-réalité comme Maëva ici à l'écran, je pense que vous en connaissez tous parmi, soit que vous les avez vus à l'écran, soit au travers de publications sur vos réseaux sociaux. Donc, ce type d'influenceurs, ils sont à fond dans la consommation et le show-off. Ils ont des communautés énormes, sans aucune logique de recrutement, avec des contenus éditoriaux divers et variés. En parallèle de ça, plutôt des créateurs de contenu comme Mango and Salt, donc plutôt des créateurs de contenu qui ont des communautés un peu plus inférieures. Généralement, les nanos, ça va de 3000 à 10 000 abonnés, les micros un petit peu plus importantes, donc des communautés de qualité. Ils se focus sur un secteur d'activité et pas une quinzaine comme peuvent le faire les stars de télé-réalité. Des contenus authentiques avérés au fil du temps et en fil rouge, avec une ligne éditoriale bien définie, donc une communication plus responsable et une approche slow life. Notre augmentation à ce sujet est, je pense, plus important de mettre en avant un partenariat avec un influenceur responsable parce que sa capacité à engager à travers sa communauté est bien plus intéressante et les taux d'engagement, notamment des créateurs de contenu ou ainsi, les micro-influenceurs ont des communautés bien plus engageantes avec des taux d'engagement bien plus impactants. Notre recommandation, donc, c'est travailler l'influence positive et apprenante à travers différents axes. Le premier d'entre eux, et ce qui est mis un petit peu plus en avant par tout type d'influence, et notamment les créateurs de contenu, c'est tout ce qui est un petit peu session de coaching dans un point de vue de développement personnel, d'acceptation de soi, de consommation responsable, de confiance en soi. C'est un petit peu ce que met en avant ces dernières années My Better Self, la personnalité que vous pouvez voir à l'écran. Autre type de sujet qui est mis en avant ces dernières années, tous les sujets un petit peu d'actualité dans le but un petit peu de faire des récaps de la semaine ou de la journée en question, plutôt sous forme de vulgarisation, donc amener un petit peu des sujets complexes et techniques, et que tout le monde puisse en prendre connaissance avec des mots plutôt simples. C'est ce que fait notamment Hugo Décrypte, qui a notamment explosé sur les réseaux sociaux ces dernières années. Autre sujet qui est mis en avant, tout ce qui est culture, donc des revues critiques, des comptes d'artistes. Ici, ce n'est pas forcément vendre des produits, mais plus partager une passion commune pour l'art ou pour une culture qui est mise en avant. Autre type de contenu, la prévention, des conseils techniques sur la santé. Et à ce sujet, on peut voir, et je pense que vous en avez tous entendu parler, il y a Emmanuel Macron qui a annoncé qu'une campagne de vaccination pour le vaccin du papillomavirus, autant pour moi, va être lancée à la rentrée prochaine. À ce sujet, il s'est affilié avec un créateur de contenu, Mon Gynéco, quelqu'un qui est plutôt connu et reconnu sur les réseaux sociaux, dans le but d'expliquer un petit peu les contours de ce que c'était, quel allait être l'intérêt de faire ce vaccin. Donc on peut constater que même dans les plus hautes sphères françaises, tout le monde utilise les créateurs de contenu. Et dernière thématique qui est principalement mis en avant, tout ce qui est combat militant, climat, cause animale, notamment avec des créateurs de contenu et des personnalités publiques comme Hugo Clément. Notre conseil à ce sujet, donc, c'est la cohérence éditoriale et le long terme. Donc ne passez pas forcément par des big influenceurs, mais plutôt des micro-nano-influenceurs. Les marques s'adressent à ce sujet à des influenceurs plus modestes, dont le positionnement est davantage en adhésion forte avec les valeurs.
On a pris deux exemples. Je pense une marque, donc La Petite Dent, qui s'est associée avec la marque Respire, donc une marque de produits de cosmétiques, ou encore Laura qui s'est abonnée pas du tout, mais qui s'est affiliée avec la marque Gorilla Wear, une marque plutôt dans le sportswear. Donc ce qui est intéressant et notre recommandation, c'est faire des partenariats sur le long terme, ainsi instaurer une relation de confiance qui s'inscrit dans le temps avec des contenus authentiques. Et dernier sujet qu'on souhaitait aborder sur l'influence, je pense que vous en avez tous entendu parler ces dernières semaines, le phénomène du désinfluencing. Donc depuis quelques semaines, un petit peu le ton a changé sur la plateforme. Fini un petit peu les codes promo, fini un petit peu les partenariats. Les influenceurs présentent et mettent en avant ce qu'il ne faut pas acheter, ce qu'il ne faut pas consommer. Ils incitent les gens à moins consommer, et c'est vraiment une pratique qui est de plus en plus mise en avant et qui va peut-être marquer une charnière dans le monde de l'influence d'ici quelques temps. Super, merci Tom. On va passer à la tendance suivante autour de la fake news et du deepfake. Donc c'est vrai que la désinformation a pas mal cours sur les réseaux sociaux. Donc vous avez mis quelques chiffres ici, et notamment plus de 35% de retweets qui viennent de comptes assez douteux. Et vous avez aussi 51% des internautes qui disent avoir été exposés à la désinformation sur les réseaux sociaux au cours de l'année 2022. Et donc en plus, c'est sans doute un chiffre qui est sous-évalué, puisque pour se déclarer et être exposé à la désinformation, il faut le détecter. Et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Également, une difficulté à décerner quand on est sur une vidéo authentique et une vidéo deepfake, qui est un contenu qui est de plus en plus présent. On vous a mis ici quelques signaux pour vous montrer quelle forme finalement ça prend, cette désinformation ou cette mésinformation. On a vu notamment les faux contenus avec le président Zelensky qui était mis en avant et qui incitait du coup les Ukrainiens à déposer les armes, donc complètement contraire au discours qu'il a l'habitude de porter. Et c'était vraiment crédible à s'y méprendre sur l'aspect, on va dire, technologique qui est rendu. Vous avez aussi des comptes de stars qui sont vraiment identifiés comme Unreal, qui émergent de plus en plus. Donc là, on a l'exemple de l'acteur Keanu Reeves. Et puis, vous avez aussi tout un business qui est en train de se structurer autour de la désinformation. Et là, vous avez notamment eu les révélations autour de Tim George ces dernières semaines. Et c'est aussi des impacts assez concrets sur les entreprises, parce qu'il y a des risques réputationnels qui se jouent. Ça a notamment été le cas de l'entreprise Bonduelle sur ces dernières semaines, qui a été mise en cause en lien avec la guerre russo-ukrainienne. C'est vraiment un terrain en fait qui concentre et agrège beaucoup de dimensions autour de la désinformation et de la mésinformation. Donc le rôle d'entreprise dans cette logique-là, ça va être véritablement... donc on est toujours dans cette dimension de rôle social et sociétal, comme on le disait tout à l'heure. Donc vous allez avoir un rôle d'éclairer le consommateur, d'éveiller sa conscience et véritablement de le guider dans tous les contenus auxquels il va pouvoir avoir accès sur Internet. Et donc ça passe par des contenus plutôt éducatifs et de sensibilisation. Ça passe aussi pour vous davantage sur la réputation par verrouiller les opportunités de désinformation en préparant véritablement des réponses très structurées avec une notion de fact-checking et de preuve, de transparence pour pouvoir répondre et verrouiller à chaque fois que vous allez être interpellé. Et ce qui est attendu aussi de vous, ça va être d'avoir une communication aussi régulière et transparente et donner des gages concrets et à une fréquence vraiment rapprochée de comment vous évoluez et quels sont aussi vos partis pris sur ces différents sujets-là. Dernière tendance qu'on vous propose, c'est la conversation, encore et toujours, puisqu'on l'a dit, c'est véritablement ce qui est au cœur des plateformes et c'est ce qu'elles recherchent. On a voulu vous partager tout récemment une opération qui vraiment atteste bien que c'est la conversation qui génère derrière de la visibilité et qui est impactante pour la communication des entreprises. Donc on est sur quelque chose de très B2C avec Transavia France. Qui, sur son compte Twitter, a décidé de ne suivre qu'un compte sur la plateforme. Et donc finalement, ça interpelle les internautes. Et ils se sont rendus compte que c'était le compte de la chanteuse Desireless qui a chanté il y a quelques années « Voyage, voyage ».
Et donc l'aspect un peu humoristique a beaucoup fait parler, ça a généré beaucoup de conversations, beaucoup de retombées derrière, hein, pour la marque. Et ça, c'était assez malin. Après, je pense que l'ambition et vraiment l'enjeu, ce serait de dépasser véritablement le coup de com', et de vraiment être dans une dynamique, hein, de conversation pérenne avec cette audience-là et d'opérer vraiment régulièrement ce type d'opération. Et pour générer la conversation, ce qui va être intéressant, ça va être véritablement de miser sur le contenu que les socionautes, que les utilisateurs des réseaux sociaux produisent eux-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle le contenu utilisateur, User Generated Content, dans notre jargon. Et puis, ça permet de mieux connaître votre audience, de valoriser aussi vos engagements par rapport à un produit, d'accroître la visibilité et le référencement naturel. Donc tout ça, c'est très positif. Et vous avez des chiffres, hein, qui l'attestent. Vous avez plus de 50% d'engagement sur les campagnes qui mobilisent ces typologies de contenus-là. Vous avez aussi une plus grande confiance des utilisateurs et des internautes, qui va être vraiment placée dans ces contenus, c'est des pairs qui s'adressent à des pairs, donc généralement on génère plus de confiance. Et ça génère aussi beaucoup plus de performance sur de la vue, du taux de clic. Donc ça va être très intéressant, à la fois sur une logique B2B et sur une logique aussi B2C. Et on vous a mis quelques exemples ici, donc des exemples qu'on connaît bien, hein, et qu'on a décidé de vous remettre, hein, des tweets plutôt réactifs, où on est vraiment dans la conversation, et la marque qui fait très bien ça sur les réseaux sociaux, ça va être Innocent, notamment sur Twitter. Vous avez aussi Decathlon qui a une posture assez intéressante où il repartageait des verbatim et des réactions de collaborateurs et les postait sur les réseaux sociaux. Donc il y a cette notion de contenu utilisateur qui a bien marché. Et vous le voyez, là, on est plutôt sur des logiques corporate, donc ça marche aussi sur ces sujets-là. Et vous avez des comptes comme GoPro, Airbnb, qui ont des comptes Instagram qui sont uniquement animés grâce au contenu généré par leurs utilisateurs. Et c'est généralement quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on souhaitait vous dire, hein, sur les grandes tendances social media. Bien sûr, on est à votre disposition, hein, si vous avez envie de challenger votre stratégie social media, puisque bon, on fait des ateliers comme aujourd'hui, mais on est aussi une équipe qui accompagne au quotidien ses clients sur leurs problématiques, hein, de communication digitale. Et donc on peut vous aider à déployer la stratégie la plus efficiente par rapport à vos enjeux. Et on a pour ça déployé une approche, vous le voyez, en 3 étapes, dont je serais ravie de vous parler si ça vous intéresse. Et puis je ne pouvais pas vous quitter sans vous parler finalement de la Journée internationale du droit des femmes. Vous le savez, hein, on est le 8 mars aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté. Et donc pour nous, c'est un sujet qui est très important, hein, pour EPOCA, puisqu'on co-organise les Assises de la parité depuis plusieurs années. Donc un mouvement qui rassemble les entreprises, les décideurs, pour favoriser les femmes aux plus hautes instances de direction des entreprises, des politiques, mais aussi de certaines instances plutôt associatives. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de rejoindre le mouvement avec nous. Et donc, on va vous partager là une vidéo qui vous informe un petit peu du dispositif qui va se lancer très prochainement. Voilà, merci à tous. Merci. Merci à tous. International Women's Forum est un réseau unique qui rassemble plus de 7000 femmes influentes au niveau mondial et nous sommes plus de 200 en France. Nous œuvrons pour l'égalité femmes-hommes dans les enjeux sociétaux et contribuons notamment à intégrer des femmes au sein des instances décisionnelles des entreprises. Nous avons décidé il y a près de 5 ans de créer les Assises de la parité pour rassembler au travers d'un dispositif unique tous les acteurs engagés sur ce sujet et participer activement à faire bouger les lignes. L'occasion notamment de se mettre en mouvement collectivement, de partager et aider à mettre en pratique les initiatives qui fonctionnent en France et à l'international, de décrypter les grandes tendances et de mobiliser largement en interne et en externe. Les Assises de la parité 2023 se tiendront sur le thème de la transformation en présence de milliers de décideurs, influenceurs et politiques. Transformation car malgré la réglementation au niveau français comme au niveau européen, quand on regarde attentivement les chiffres et la composition des COMEX, les résultats n'y sont pas. Et trop nombreux sont encore les métiers carrières et filières genrées. Transformation car quand on analyse l'accès à l'entrepreneuriat,
le financement des startups et de l'écosystème entrepreneurial, la parité est loin d'être atteinte. Transformation car l'orientation scolaire et les parcours professionnels n'impactent pas suffisamment l'objectif paritaire. Transformation car la parité est loin d'être une réalité dans les salaires. Transformation car trop de biais conscients ou inconscients, individuels ou collectifs, culturels ou organisationnels sont encore présents au sein de notre société. Transformation car les bonnes pratiques, les initiatives qui fonctionnent, les réussites d'autres pays sont insuffisamment partagées, reprises, réexploitées. Transformation car on recherche souvent que des rôles modèles alors qu'il faut avant tout créer des conditions de réussite. Au regard de vos envies, engagements et objectifs en matière de parité, je compte sur vous pour rejoindre et élargir notre collectif composé d'une 50aine d'entreprises et institutions. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'association intervienne d'une manière ou d'une autre au sein de votre structure, en amont et ou en aval des Assises de la parité 2023.